Voilà, donc bonsoir tout le monde. Donc comme je vous le disais à l'instant, nous allons ce soir faire une présentation. Alors pour certains une découverte, pour d'autres peut-être des connaissances plus approfondies sur des produits dérivés qu'on appelle les turbos. Alors ceux d'entre vous qui me connaissent, et il y en a, savent que c'est ma spécialité depuis très longtemps, depuis allez, 13 ans au sein de ma structure et depuis peut-être presque 20 ans en général. Donc l'objectif ici, c'est de vous montrer de façon un peu plus précise quels sont ces produits, comment ils fonctionnent, euh, parce que certains d'entre vous ne savent pas véritablement, quand bien même ils seraient abonnés chez moi, et ensuite comment les aborder à travers l'analyse technique. Voilà. Et de découvrir également pourquoi est-ce que l'analyse technique se calque très bien à ce genre de produit. Je vais couper ma caméra et on va démarrer. Hop, voilà. Donc, on y va. Là, vous avez le sommaire. Alors oui, en amont, deux choses. D'abord, toute cette présentation-là, je vous l'enverrai par la suite par mail. Et évidemment, comme je viens de lancer l'enregistrement, il y aura un replay pour ceux qui ne pourraient pas l'avoir vu ou qui voudraient le revoir ou qui ne pourraient pas rester jusqu'au bout. Allons-y. Donc, introduction pour commencer. Historique et avantages d'un turbo. Donc, les turbos sont des produits alors, relativement nouveaux, hein, puisqu'ils datent du début de ce 21e siècle. Donc, par rapport à des varans ou d'autres produits, c'est relativement gros. Maintenant, ça fait quand même pratiquement 25 ans qu'ils existent. Ils font donc partie de la gamme des produits dits à effet de levier. D'accord? Donc, c'est quoi un effet de levier? On va le voir tout à l'heure. Un effet de levier, c'est une sorte de coefficient multiplicateur pardon, qui va décupler votre potentiel de gain, mais également décupler votre risque de perte. Hein. Donc, les turbos sont en plein essor depuis quelques années maintenant, et c'est vrai qu'ils ont tendance en volume à prendre le pas sur les varans. Donc, ils présentent un double avantage. D'abord, leur prix se calcule de façon simple et linéaire, contrairement à un varan, comme on le verra tout à l'heure. Ensuite, le risque de perte maximum est limité à la somme investie. Alors, je suis d'accord un peu avec vous, c'est un peu une appellation marketing qui, qui tend à dire qu'on ne peut pas perdre plus que ce qu'on a misé. Maintenant, on peut quand même perdre l'intégralité de ce qu'on a misé. Il ne faut pas non plus penser que ce n'est pas rien. Alors, que c'est rien, pardon. Donc, la mécanique du turbo, comment ça fonctionne? Le turbo est donc un produit structuré qui va être dérivé d'une valeur mobilière qu'on va appeler sous-jacent. Ces sous-jacents peuvent être de n'importe quelle classe d'actifs pratiquement. Donc, on peut avoir une action, on peut avoir un turbo sur un indice, sur une matière première, sur une devise, même une crypto-monnaie maintenant, et même sur des taux, par exemple. Donc, ça peut être, je sais pas, ça peut être Orange, ça peut être le CAC 40, ça peut être l'or, ça peut être l'euro-dollar ou ça peut être le Bitcoin. Le turbo va évoluer donc selon deux critères principaux hein, qu'on va aborder plus en détail. D'abord, c'est spécificité propre. Donc, on va voir justement quelles sont ces spécificités. Et ensuite, les variations du sous-jacent auquel il est adossé. Évidemment, si vous prenez un turbo sur le CAC 40, vous allez être soumis aux fluctuations du CAC 40. La caractéristique principale de ce produit, il s'agit donc de la barrière désactivante. Alors, qu'est-ce que la barrière désactivante? Alors, ce niveau est parfois appelé strike ou KO, comme nous on l'appelle, knockout en anglais. Donc, il s'agit d'un niveau horizontal donné hein, au début dans la fiche d'identité du turbo. S'il est touché un seul instant, ça va provoquer la mort du turbo. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez une barrière sur un turbo et que votre barrière est touchée, bah, vous allez perdre l'intégralité de ce que vous avez mis. Alors, ce point précis, effectivement, effraie certains investisseurs parce qu'ils se disent, moi, je n'ai pas envie d'être désactivé et de perdre l'intégralité de mon investissement. Et d'un autre côté, c'est aussi le point qui le rend extrêmement intéressant parce que c'est ce qui va nous permettre de profiter d'un effet de levier. En sachant également que, parce que certains me disent, oui, on peut perdre jusqu'à 100% de notre investissement, mais on peut parfois, je dis bien parfois, hein, ça nous est arrivé, gagner plus que 100% de notre investissement, ce qui reste plutôt avantageux. Alors, l'effet de levier, l'origine. Donc, la barrière désactivante va créer automatiquement un effet de levier. Cet effet de levier va permettre d'augmenter les gains ou, attention, les pertes de façon exponentielle. Plus le sous-jacent, on verra tout ça après par la théorie, on va la mettre en pratique, hein, ne vous inquiétez pas, mais déjà, il faut au moins balayer la théorie. Donc, plus le sous-jacent sera proche de sa barrière, plus le turbo sera réactif et va donc bénéficier d'un effet de levier de façon optimale. Attention, parce que plus le sous-jacent va être proche de la barrière également, plus le risque de désactivation va être grand. C'est logique. Un turbo pourra donc avoir une variation beaucoup plus importante que celle de son sous-jacent
et qui pourra ainsi répliquer 5, 10, 20 ou jusqu'à plus de 100 fois cette variation. Alors attention, plus de 100 fois, c'est vraiment des coups de poker agressifs. C'est prendre un turbo sur le CAC avec une barrière à quelques points. Voilà, donc c'est vraiment un qui tout doux. Maintenant, on peut, sur des indices, on peut avoir des effets de levier autour de 20, sur des devises aussi, sur des matières premières, on va être entre 15 et 20, sur des actions, en gros, on va être entre 5 et 10. Alors, pardon. Donc voilà, là, vous avez une courbe de l'effet de levier. Pardon. Voilà, ici. Voilà. Donc là, vous avez une courbe de l'effet de levier sur un exemple sur le CAC 40. Donc ici, on peut voir que vous avez ici en abscisse la distance en pourcentage au niveau du CAC 40. Voilà. Et ici, vous avez l'effet de levier qui correspond. Donc on voit que c'est un effet de levier exponentiel en ordonnée. Donc en gros, hein, à peu près, si on est à 1%, si la barrière est à 1% des niveaux du CAC, on va être sur un effet de levier qui sera entre 70 et 80. Et puis après, plus on va s'éloigner, plus on va diminuer en levier. Mais on va également réduire son risque. Voilà. Il faut savoir que quand vous gérez votre argent, en abscisse, en ordonnée, vous avez toujours risque-rendement. Plus on veut de rendement, plus il faut prendre de risques. Hein, il ne faut pas se leurrer. Donc nous, dans notre service, on est vraiment un peu au haut de l'échelle de la maximisation du risque potentiel de risque-rendement. Voilà. Alors, maintenant, quels sont les différents types de turbos, comment ça fonctionne, etc. Donc, dans le directionnel, vous avez deux types de turbos. Ce qui vous permet, et ça aussi c'est un avantage, de jouer de la même manière la hausse ou la baisse d'un sous-jacent. Donc, vous allez avoir un turbo call, qu'on appelle parfois turbo long, qui, lui, va permettre de jouer un effet de levier sur la hausse. C'est-à-dire que si vous prenez un call, pardon, vous allez parier sur la hausse du sous-jacent. Donc, le niveau de la barrière sera en dessous des cours du sous-jacent. Je vais vous montrer pourquoi. Sur un turbo put ou short, vous allez, dans ce cas-là, avoir bénéficié d'un effet de levier sur la baisse. Donc, vous allez parier sur la baisse de votre sous-jacent. Dans ce cas-là, le niveau de la barrière va être au-dessus des cours du sous-jacent. D'accord? Je vais vous montrer rapidement pourquoi. Voilà, là, on a, je sais pas, on a Veolia, donc qu'importe. Donc, vous êtes sur Veolia ici et vous dites, bon, bah, moi, Veolia, j'ai bien envie de le jouer à la hausse. D'accord? Donc, si je joue Veolia à la hausse, c'est-à-dire que j'imagine que Veolia va monter, et donc, comme je veux que Veolia monte, il est évident que ma barrière va être en dessous des cours de Veolia. Puisque si c'était dans l'autre sens, bah, ça serait complètement idiot. Ça voudrait dire que, bah, voilà, par exemple, je mets une barrière ici. Voilà, ça veut dire que je veux que mon sous-jacent aille vers la barrière. Et donc, si je veux jouer la hausse de Veolia, ma barrière va être en dessous des cours de Veolia. Et plus elle va être proche des cours, plus l'effet de levier va être grand, plus je vais m'éloigner, plus l'effet de levier va diminuer. Le risque des désactivations également. Si je décide plutôt de jouer Veolia à la baisse, je me dis non, moi j'y crois pas trop. En ce moment, les élections, tout ça, le CAC 40, ça sent pas bon. Et bien dans ce cas-là, je vais avoir une barrière qui va être au-dessus des cours de mon sous-jacent. D'accord? Plus ma barrière va être proche, plus je vais avoir un effet de levier important, plus je vais m'éloigner, plus mon effet de levier va diminuer. Alors, ensuite, il y a aujourd'hui trois principaux types de turbos, quand bien même l'un des trois est devenu le plus démocratisé. On va quand même balayer les trois pour savoir comment ils fonctionnent. Vous avez les turbos qu'on appelle classiques, qui sont des turbos à échéance ou à maturité. C'est la même chose. Ces turbos-là vont être vendus avec une date d'échéance, comme les varants, parce que les varants ont toujours une date d'échéance, contrairement à certains turbos. Ça veut dire qu'il faut vendre ce produit avant l'arrivée de son échéance. Sinon, vous allez être exécuté automatiquement par la banque et vous allez perdre des frais supplémentaires. Euh, sur des turbos classiques, la barrière, elle, ne bouge pas. C'est-à-dire que si vous prenez un turbo sur le CAC à 7005, eh ben, votre barrière va rester à 7005 tout le temps. Ensuite, on a les turbos dits illimités. Illimités ou infinis, c'est la même chose. Alors, ces turbos-là vont avoir une durée de vie limitée, comme leur nom l'indique. Tant, évidemment, que leur barrière n'est pas touchée, ces produits vont continuer à coter. En revanche, deux choses, la barrière va évoluer et il y a aussi un strike qui va être différent de la barrière, qui va vous permettre de calculer justement les frais du turbo, ce qui en fait est la contrepartie du fait que vous n'ayez pas d'échéance. Enfin, vous avez le nouveau turbo qui a été créé, qui est celui qui est le plus en vogue aujourd'hui, c'est le turbo illimité best ou infini best. En fait, il présente l'avantage de l'illimité, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'échéance, et l'avantage du turbo classique parce que sa barrière est égale au strike, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas de différence entre la barrière et le prix d'exercice, comme c'est le cas dans l'illimité.
BEST, c'est un acronyme, hein, ce n'est pas BEST dans le sens de meilleur en anglais, ça veut dire barrière égale strike. Alors, là, je vous ai mis volontairement 3 différents exemples de fiches d'identité d'un turbo et on va les voir ensemble. Donc ici, on est sur une fiche d'identité d'un turbo dit classique, d'accord? Le sous-jacent sur lequel on va se calquer est une matière première pour le goût, donc c'est le gold, l'or. Sur ce produit-là, on va être sur un turbo cold, c'est-à-dire qu'on envisage ce produit pour jouer la hausse du sous-jacent. Ensuite, vous avez des codes qui vous permettent de retrouver le produit. Il y a le code NEMO et le code ISIN. D'accord? Donc, le code NEMO, lui, c'est quoi? C'est un code à 5 chiffres, pardon, 5 caractères, qui est un peu plus lisible que le code ISIN, plus rapide, qui est donné par l'émetteur. Vous voyez, là, on est sur un turbo Ventobel, donc la dernière lettre du NEMO va être un V. En revanche, le code NEMO, il faut le voir comme un numéro de téléphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre numéro de téléphone, il vous est attribué un certain temps. Si un jour, vous changez de numéro ou vous déménagez, etc., pour aller à l'étranger, votre numéro de téléphone peut être réattribué à quelqu'un d'autre. Le NEMO, c'est la même chose. Si à un moment, le produit est désactivé, bah, le code NEMO va être récupéré pour un autre produit. En revanche, vous avez le code ISIN du produit. Alors, le code ISIN en bourse, c'est un code unique pour tout ce qui est traitable en bourse. Donc, ça, c'est un peu à envisager, par exemple, comme votre numéro de sécurité sociale. Ça veut dire que là, pour le coup, c'est un numéro unique qui vous appartient à vous et à personne d'autre. Donc là, on a le nom de l'émetteur parce que les turbos sont des produits émis par des banques ou aujourd'hui également des courtiers. Donc ici, en l'occurrence, c'est un produit émis par la banque Vontobel, qui est une banque présente sur le marché français, une banque suisse, très sérieuse d'ailleurs. On a la barrière désactivante du turbo. On va regarder après l'or. On est ici sur les 2210 $. La distance entre la barrière et les cours de l'or au moment où on a cherché ce produit, elle est de 4,80, allez, quasiment 5%, et ce qui nous donne un effet de levier d'un peu plus de 18. D'accord? Donc on va répliquer à peu près 18 fois ce que vont faire les cours de l'or. Autrement dit, si l'or prend 2%, ben, on va gagner quasiment 36%. En revanche, si l'or perd 2%, on va perdre 36%. La parité, c'est le nombre de turbos qu'il faut pour avoir l'équivalent d'un sous-jacent, mais ça, vous n'avez pas à vous en soucier. Et enfin, la date de maturité ici, c'est le 20 septembre 2024. D'accord? Donc, on a sur l'or un produit avec une barrière à 2210, un produit pour jouer la hausse de l'or. Donc, on va regarder tout de suite ici à quoi ça correspond. Voilà. Donc, là, on a les cours de l'or. Là, on va mettre la barrière à 2210. Voilà. Pardon. Voilà. Donc là, on a une barrière à 2210. On voit que les cours de l'or sont ici. Donc, on a une petite marge de sécurité quand même, de là à ce qu'on revienne ici. Et on joue la hausse forcément de l'or, puisque notre barrière est en dessous des cours de l'or. On verra par la suite comment établir un plan de trading, c'est-à-dire que si vous avez une barrière ici, il faut mettre un niveau de stop, donc niveau au-dessous duquel vous pensez que votre stratégie n'est plus valable, pour éviter d'être désactivé, justement. Même si ça arrive, évidemment, d'être désactivé, parfois parce qu'on veut prendre un peu plus de risques, parfois parce qu'on a des mouvements de marché qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait craindre. Ensuite, deuxième exemple d'un turbo, on est là sur un turbo illimité. Donc, c'est un turbo, vous voyez, ici, on avait une date d'échéance, là, on n'a pas de date d'échéance, et on a pris cette fois un exemple sur une action, donc Air Liquide. Donc, c'est un turbo illimité call, parce qu'on va également jouer la hausse d'Air Liquide. Ici, vous avez le code NEMO. Comme on est sur un produit Société Générale, la dernière lettre du code NEMO, c'est un S. D'accord? Le code ISIN, donc le code unique. La barrière désactivante qui se trouve autour des 149 euros. On est sur une distance de 9,5% d'écart entre la barrière et les cours d'air liquide, ce qui nous donne quand même un effet de levier de 8,33, ce qui n'est pas complètement anodin. D'accord? Donc là, on est sur une barrière à 149 environ sur air liquide. On va regarder air liquide, voilà, ici, et on va envisager une barrière à 149 pour voir à peu près ce que ça donne visuellement. Hop, pardon, excusez-moi, ça me dit temps. Voilà, donc 149 ici. Voilà, donc on a une barrière qui, encore une fois, est relativement éloignée des cours d'air liquide, d'accord? Ce qui va nous permettre, effectivement, de placer un niveau de stop, par exemple, autour des points bas ici, à peu près, en se disant, bah, voilà, si j'atteins ce niveau, ça commence à être peut-être un petit peu tendu, je sors de mon turbo. En revanche, si je ne l'atteins pas, bah, tant que je ne l'atteins pas, je vais jouer la hausse et je vais envisager des plus hauts, puisque là, on serait sorti d'une zone de congestion. Ça, on verra la partie technique tout à l'heure. Dernier exemple sur les illimités BEST.
Voilà. Donc là, on est sur un exemple sur le CAC 40. On a choisi un illimité baisse put, donc pour jouer la baisse, bon, pour changer un petit peu. On est sur un produit BNP Paribas, donc la dernière du code mémo est un B. Nous avons donc ici une barrière qui est autour de 7 890 points, avec donc une distance au niveau du CAC d'environ 4%, ce qui nous donne un levier de quasiment 25. On va regarder également les 7 890 sur le CAC. Voilà, ici. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. 7 890. Voilà. Et donc là, ici, vous voyez, on est sur une barrière qui se trouve à peu près là. Les cours du CAC sont ici. Donc effectivement, on peut mettre un niveau de stop entre les deux pour éviter la désactivation. Ensuite, comment on calcule le prix d'un turbo? Là, d'abord, vous aurez la présentation entre les mains. Certains d'entre vous, peut-être, peuvent être intéressés par ce genre de calcul, d'autres peut-être moins, mais c'est pour vous montrer également que la formule de calcul d'un prix d'un turbo est linéaire, hein, contrairement à un variant sur lequel vous allez avoir un bêta, un θ, un gamma, qui va tenir compte de la volatilité, etc. Donc, le prix d'un turbo se calcule en fonction, évidemment, du sous-jacent auquel il se rattache. Il va donc s'agir d'un calcul qui va prendre en considération le prix du sous-jacent par rapport à la distance avec le niveau de la barrière du turbo. Donc l'avantage ici, c'est qu'effectivement, c'est calculable de façon linéaire, comme on va le voir. Donc le prix d'un turbo call se calcule de la façon suivante. On va prendre le cours du sous-jacent moins le niveau de la barrière, qu'on va diviser par la parité. Après, je vous expliquerai ce que c'est le taux fois le taux de change et ajuster du financement. Le prix d'un turbo put, comme on est sur un turbo put, cette fois, la barrière va être au-dessus des cours du sous-jacent. Donc, on va prendre cette fois le niveau de la barrière moins les cours du sous-jacent, divisé encore une fois par la parité. Vous vous souvenez, dans les exemples ici, vous avez la parité. Alors, c'est quoi fois le taux de change et l'ajuster du financement? Alors, le taux de change, c'est, comme on le voit ici, ça concerne les sous-jacents qui sont cotés hors zone euro. Par exemple, si vous prenez un turbo sur l'or, comme on l'a vu tout à l'heure, bah, vous allez tenir compte du taux de change euro-dollar, puisqu'on est sur un turbo, sous-jacent qui est en dollars. Pareil, si vous prenez, je sais pas, un indice américain, une valeur américaine, etc. Attention, hein, j'insiste, euh, le prix d'un turbo est toujours en euros, même si vous êtes sur un turbo sur une valeur étrangère. D'accord? La valeur va évoluer selon ses cours qui seront peut-être en dollars, par exemple, ou je ne sais pas, en couronne suédoise. En revanche, le prix du turbo, lui, va être toujours en euros. Ensuite, ajuster du financement, bah, ça concerne des frais inhérents au produit qui correspondent à la prime de gap et parfois au reversement des dividendes. Alors, la prime de gap, c'est quoi? Bah, en fait, je vous l'explique, malgré tout, c'est, alors comme on le voit ici, un turbo peut se faire désactiver sur un gap. Donc, un gap, on va voir ce que c'est un trou de cotation entre la clôture de la veille et l'ouverture du lendemain. Il existe donc dans le prix d'un turbo une forme d'assurance qui vous est offerte, entre guillemets, par l'émetteur, qu'on appelle prime de gap, qui est égale au risque potentiel de gap sur des sous-jacents en général. Cette probabilité est inhérente à divers facteurs de marché. Plus la distance entre le cours du sous-jacent et la barrière est importante, plus la possibilité d'un gap est faible, comme on le verra. À l'inverse, plus la distance est faible, plus le risque de gap peut être grand. Ensuite, les turbos sur lesquels, les sous-jacents sur lesquels on peut attendre des dividendes vont avoir un réajustement, évidemment, de la barrière en fonction du versement du dividende. Sinon, bah, imaginez par exemple que vous avez une action, pardon, une entreprise qui reverse un dividende de 3 euros. Ça veut dire que le cours de l'action va être décalé de 3 euros de façon artificielle. Vous ne pouvez pas dire que vous vous êtes fait désactiver sur un reversement de dividende. Donc, lorsqu'il y a un dividende, l'émetteur va déplacer la barrière du niveau du dividende afin que vous restiez cohérent dans votre stratégie. Plus l'échéance est éloignée, plus la probabilité de gap est logiquement élevée. Bon, là, on est sur des produits sans échéance, donc forcément, on va avoir une probabilité plus importante. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on appelle le risque de gap sur un exemple concret. Voilà. Donc ici, on est sur le CAC. Bon, on va imaginer la chose suivante. Voilà. On a pris donc un turbo avec une barrière. Allez, on va la descendre un petit peu pour être un peu plus cohérent. Voilà. On a pris une barrière ici. Donc, une barrière assez agressive. Là, le CAC a clôturé sur ce niveau-là. Vous, qu'est-ce qui se passe? Tant que vous êtes loin, enfin, tant que cette barrière n'est pas touchée, votre turbo est toujours vivant. Si, évidemment, vous êtes sur un turbo put, si le CAC descend, bah, vous allez gagner au fur et à mesure sur votre investissement. Si le CAC remonte, en revanche, vous allez commencer à perdre. Bon. S'il remonte jusqu'à la barrière, bah, vous allez perdre l'intégralité de votre investissement.
D'accord. Maintenant, on va imaginer un cas. Donc, en gros, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous, votre risque maximum, il est de là à là. D'accord? Entre le cours du CAC aujourd'hui et la barrière. Imaginons, je dis bien imaginons, hein, que le CAC ouvre demain en gros gap haussier. Il y a eu une nouvelle, quelque chose qui a rassuré les marchés, et finalement, votre CAC, il va ouvrir ici. Donc, sur ce niveau-là, que je vous indiquais ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle la prime de gap? La prime de gap, c'est l'écart qu'il y a en plus entre là et votre barrière qui va être pris en compte par l'émetteur. Évidemment, parce que si on ouvre en gap ici, on pourrait se dire que vous êtes couvert jusque-là, mais votre niveau du turbo est arrivé là. Ça voudrait dire, pour le coup, que vous allez devoir payer plus que votre investissement. Donc, pour vous éviter ce genre de déconvenu, il y a une prime de gap qui est inclue dans le prix du turbo, ce qui permet à l'émetteur de vous couvrir. Maintenant, plus important, ça c'était anecdotique, hein, on a le calcul du prix et du levier. Comment on va calculer cette fois l'effet de levier? Ensuite, je vais vous expliquer comment fonctionne le levier et quelles sont les façons de choisir le meilleur levier. Là encore, c'est de façon assez simple et linéaire qu'on va pouvoir calculer l'effet de levier. Alors, effet de levier qu'on appelle parfois élasticité, selon les sites sur lesquels on se trouve. Alors, l'effet de levier se calcule de la façon suivante, c'est le cours du sous-jacent divisé par le cours du turbo fois la parité. Encore une fois, on a ici une manière linéaire de calculer un effet de levier. Pourquoi? Parce que le cours du turbo, on a également vu la formule pour le calculer. Voilà, donc c'est ce qui va vous donner l'effet de levier de votre produit. Maintenant, attention, plus le sous-jacent va être proche de la barrière, plus l'effet de levier va être important. Attention toutefois, un fort effet de levier peut permettre un fort potentiel de gain, évidemment, comme un fort risque de perte. Il faut donc agir en connaissance de cause en faisant par exemple appel à un spécialiste, c'est-à-dire évidemment ce qu'on fait nous chez des experts. Maintenant, si certains d'entre vous voudraient jouer sur des turbos par eux-mêmes, il faudra vraiment faire attention à cette donnée. Maintenant, pourquoi je vous ai mis un ventilateur ici? Parce que c'est un bon moyen que je donne très souvent quand je fais des formations pour comprendre comment fonctionne l'effet de levier sur un turbo. Vous allez imaginer que vous avez un ventilateur, évidemment en position ouverte. Et on va vous donner une feuille de papier, hein, et on va vous dire, placez cette feuille de papier devant le ventilateur avant de la lâcher, pour essayer de la propulser. Plus vous allez placer la feuille loin du ventilateur, lorsque vous avez lâché la feuille, votre feuille va être propulsée de façon minime si vous vous êtes mis loin du ventilateur. Plus vous allez rapprocher la feuille du ventilateur, lorsque vous la lâcherez, vous allez avoir la feuille qui va être propulsée davantage en fonction de la distance à laquelle vous avez positionné la feuille par rapport au ventilateur. En revanche, si vous approchez la feuille un peu trop du ventilateur, la feuille peut se faire déchiqueter et donc vous allez être désactivé. Voilà. Donc en gros, l'image, c'est à peu près celle-là. Plus votre barrière va être proche des cours du sous-jacent, plus vous allez avoir un effet de levier important, plus vous allez avoir un risque de désactivation important. Maintenant, nous allons voir quels sont les avantages et les inconvénients de ces produits. Alors, ce qui est bien, c'est que bon, j'étais parti sur 1 h 30, 2 heures maximum. Peut-être qu'on pourra faire un petit peu moins longtemps, quoique j'ai envie d'accorder pas mal de temps après à la pratique. Euh, mais c'est peut-être un peu plus léger aussi de ne pas avoir des vidéos tout le temps qui font 1 h 30, 2 heures, parce que c'est plus difficile à regarder par la suite. Donc, les avantages d'un turbo, avantage générique. Bon. D'abord, vous avez un meilleur rendement que sur le sous-jacent. Si votre sous-jacent, alors là, je parle évidemment des cas dans lesquels on est dans le bon directionnel. Donc, un turbo x10, si vous prenez 5% sur le sous-jacent, ça va vous faire du 50% sur le turbo. On peut avoir plusieurs niveaux de levier sur un même sous-jacent. L'avantage, c'est que, surtout sur des sous-jacents dits populaires, vous allez avoir des leviers différents parce que vous allez avoir un nombre de barrières différentes sur un même produit. Par exemple, aujourd'hui, sur le CAC 40, vous avez quasiment une barrière tous les 5 points, ce qui vous permet du coup d'avoir un effet de levier maîtrisable. Donc, vous pouvez dire, moi, je veux prendre un effet de 10 ou un effet de 20 ou de 5, etc. La perte maximale est limitée au montant investi, comme on l'a vu tout à l'heure, d'où la prime de gap notamment. Maintenant, les avantages pour ceux qui connaissent le Varan par rapport à un Varan. D'abord, le calcul du prix d'un turbo, on l'a vu, est simple et linéaire, beaucoup plus simple que sur un Varan. Ensuite, la valeur temps est marginale et n'influence pas le cours du turbo. Si aujourd'hui, vous prenez un turbo sur Renault et que Renault ne bouge pas pendant, allez, on va dire 3 semaines, un mois,
bah, votre turbo va peu ou prou ne pas bouger, hein, ou alors très, très, très légèrement. En revanche, si vous prenez un Varan sur Renault et que Renault ne bouge pas pendant un mois, là, votre Varan a de grandes chances ou des risques d'être à moins 30, moins 40%. Ensuite, la volatilité implicite du marché n'a pas d'effet sur le turbo. Ça peut être un avantage comme un inconvénient par rapport au Varan. On verra. Le Varan voit la volatilité implicite du marché agir sur son cours. C'est pour ça qu'on suggère de prendre des varans plutôt dans la baisse, des varans put, parce que dans la baisse, la volatilité est plus importante et vous pouvez en bénéficier sur un varan. Maintenant, comme cette présentation a pour but d'être totalement transparente, nous allons voir cette fois quels sont les risques et les désavantages d'un turbo. Alors, d'abord, la désactivation implique une perte prématurée du montant investi. A contrario, le prix d'un turbo ne va pas profiter de la hausse éventuelle de la volatilité, contrairement à ce qu'on va avoir sur un varan. Le fort potentiel de variation du turbo implique donc une acuité totale sur le marché à partir du moment où, bien évidemment, on s'y expose via ce type de produit. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que nous, on a un service clé en main qui vous permet, vous, d'être peut-être un peu plus light par rapport à ça. Mais si vous prenez un turbo par vous-même sur une valeur quelconque, il va falloir que vous puissiez agir sur le marché en quasi-permanence parce que ces produits sont des produits qui peuvent perdre ou gagner 40% en quelques minutes. Ensuite, la variation du niveau de financement chaque jour en fonction des taux d'intérêt de référence, des frais de financement, des dividendes éventuels, etc., des modifications des contrats à terme éventuels. Bon, ça, effectivement, ça peut être un désavantage en fonction de la variation du sous-jacent. Vous allez avoir une variation du niveau de financement. Ensuite, alors ça, c'est très rare, hein. J'insiste, c'est très, très rare, ça peut arriver. La liquidation possible en dehors des heures d'ouverture d'Euronext Paris si les sous-jacents codent sur un autre marché. Ça veut dire que parfois, vous ne pouvez pas agir sur un turbo, je ne sais pas, par exemple sur le Bitcoin ou sur l'or, que l'or va continuer de coter et que bah, l'or va être, par exemple, désactivé en dehors des moments où vous pouvez agir sur le produit. Ou alors, inversement, vous allez peut-être avoir l'or qui monte et que vous êtes sur un turbo call, mais vous n'allez pas pouvoir le revendre à l'instant T parce que vous êtes en dehors des cours de cotation, des heures de cotation des turbos. Maintenant, les courtiers ont proposé des horaires étendus, ce qui fait qu'on peut, chez certains courtiers, traiter des turbos de 8 à 22 heures, ce qui est quand même une marge de manœuvre assez importante. Ensuite, vous avez un risque, alors ça, c'est encore plus rare, de suspension de cotation. Donc, ça peut arriver, notamment lorsque vous avez des décalages très importants, quand il y a eu, je ne sais pas, sur Alstom, une ouverture à moins 20, moins 30%. Dans ce cas-là, vous avez une suspension de cotation, le temps que les émetteurs réajustent les cours. Et attention, les risques de suspension de cotation peuvent même parfois arriver sur le sous-jacent lui-même, hein. Ça est arrivé dans des grands mouvements de voir, par exemple, qu'on avait un gap de 30% sur une valeur et que la cotation de la valeur était suspendue le temps de régler tous les curseurs derrière. Voilà. Bon, ce qui me semble très bien, c'est on aura mis à peu près une demi-heure pour balayer la théorie. Après, on va avoir des exemples et puis après, on aura des cas pratiques. Donc, comment on va choisir un turbo? Donc, le choix d'une stratégie d'investissement va toujours dépendre du profil de l'investisseur. Il y a certains d'entre vous qui peuvent être d'un profil très agressif, d'autres un profil plus modéré, voire un profil sécuritaire. Donc, les questions à se poser lorsqu'on veut choisir un turbo. D'abord, évidemment, quel est mon degré de conviction dans le directionnel? Est-ce que pour des raisons X ou Y, voilà, je me suis intéressé à tel marché, je me suis intéressé au pétrole, bon, bah, moi, je pense vraiment que le pétrole va monter pendant les semaines à venir. Donc, j'ai une forte conviction sur le directionnel que je vais avoir sur mon turbo. Ensuite, quelle est la perte maximum que je suis prêt à supporter? Est-ce que je me dis, bah, je sais pas, je dis au hasard, je vais mettre 2000 euros sur ce turbo et je suis prêt à perdre les 2000 euros. Bon. Ou alors, je vais mettre 2000 euros, mais je ne peux pas perdre plus de 500 ou 700 euros. Sinon, voilà, je ne serais pas d'accord avec le. Ensuite, quelle est la durée de détention du turbo que vous pouvez tolérer au maximum? D'accord? Est-ce que, bah, par exemple, vous allez être vous allez pouvoir surveiller le marché pendant, je sais pas, 2 mois, 3 mois, un an, ou alors, au bout de 3 semaines, vous partez en vacances ou vous partez en mer, etc. Bon.
En fonction des réponses à ces questions, vous allez donc pouvoir choisir un turbo avec une barrière plus ou moins proche. Par exemple, si vous avez une très forte conviction, d'accord, avec une grande perte potentielle supportable, bah, il faut prendre un turbo réactif un peu agressif qui va vous permettre, donc avec une barrière la plus proche possible, qui va vous permettre de bénéficier d'un levier optimal. Si vous avez une conviction, par exemple, dans le directionnel, d'accord, mais pas forcément dans le timing, là, vous pouvez prendre une barrière un peu plus éloignée, ce qui vous permettra d'encaisser éventuellement un mouvement contraire intermédiaire. D'accord. Je vous montre un exemple ici. Voilà. Donc, imaginons toujours qu'on soit sur le CAC. Bon, qu'importe. Hein. De toute façon, là, le sous-jacent n'a pas beaucoup d'importance. Donc, on va imaginer que vous vouliez jouer, par exemple, cette fois, là, enfin, on a dit qu'on voulait jouer la baisse du CAC. D'accord. Le CAC aujourd'hui est, je vais vous mettre à peu près le niveau du CAC ici. Donc voilà, le CAC est à peu près ici aujourd'hui, pour des 7600, 7630 exactement. Moi, j'ai envie de jouer la baisse du CAC. Bon, évidemment, si le CAC fait ça, bon, bah, quoi qu'il arrive, ma barrière, bah, plus elle sera agressive, plus je vais bénéficier d'un effet de levier important. Maintenant, imaginez que vous ayez une conviction dans le directionnel, mais pas forcément dans le timing, c'est-à-dire que il y a un risque que le CAC remonte encore un petit peu sur un bond avant de baisser derrière. Il est évident que dans ce cas-là, votre barrière n'a pas intérêt à être ici, comme ça pouvait l'être tout à l'heure, parce que vous feriez désactiver, quand bien même vous auriez raison par la suite sur le directionnel. Là est quasiment toute la subtilité du choix de la barrière en fonction de votre stratégie et de votre vision directionnelle. Maintenant, je vous ai mis des exemples. Alors attention, hein, ce sont des exemples qui sont donnés à titre d'exemple pour essayer de comprendre un petit peu ce qui peut se passer. Évidemment, il ne faut pas croire que c'est des choses qui arrivent tout le temps, mais c'est quand même intéressant de voir comment ça peut fonctionner. Attention également, cet exemple-là est par exemple un exemple très agressif. À la fin de la présentation, je vous ai pris des exemples plus modérés. Maintenant, ici, par exemple, on décide de jouer un turbo put sur le CAC 40. Comment dit, on va jouer la baisse du CAC 40. D'accord. On s'en fiche de la date, hein, on vous a donné la date parce que cette présentation, même si je l'ai bien évidemment remise à jour, comme vous le verrez par la suite avec des graphiques récents, bah, tout ça, c'était une présentation qui date depuis un certain temps. Donc, la date est certainement antérieure. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir, en fonction de l'évolution des cours, comment ça fonctionne. Donc, le 22, on était ici, sur cette première flèche. On a choisi un turbo put avec une barrière très agressive parce qu'on voulait jouer, pour le coup, une stratégie très agressive. C'est-à-dire qu'on avait un risque de désactivation, mais on a mis un stop théorique très proche du niveau du sous-jacent. Donc là, on avait un effet de levier de quasiment 130 aujourd'hui, parce qu'on était très très proche, on était à 0,5% des cours du CAC. Ça veut dire que le risque était très élevé, puisqu'on pouvait se faire désactiver en une minute. D'accord. Pour autant, ici, en imaginant évidemment qu'on ait raison dans le directionnel, comme ça a été le cas, le 22, on a acheté à 0,90 et le 23, le lendemain, ça c'est ce qu'on appelle une stratégie intraday, quasiment, bah, comme le CAC a subi une forte baisse, on a revendu le produit à 1,75, donc quasiment 95% de gain sur ce produit. On voit ici que de là à là, le CAC a évidemment baissé assez fortement et que notre niveau de stop ici a été respecté avant qu'on vende ce produit. Attention, encore une fois, cet exemple, il est optimal. C'est, allez, on va dire, c'est assez rare de rentrer dans des positions comme ça. Mais ça peut arriver. Maintenant, on va regarder autre chose d'intéressant. On va envisager la comparaison entre plusieurs turbos sur une même stratégie. C'est-à-dire que voilà, là, on a, afin de permettre de bien se rendre compte des différences dans le cadre d'une stratégie gagnante et d'une stratégie perdante, on a choisi ici de faire des comparaisons exactement dans la même période. Donc, on a pris un achat à l'ouverture du lundi 12 septembre et une revente à l'ouverture du vendredi 16 septembre. Donc, quasiment sur une période d'une semaine, une semaine durant laquelle le CAC s'est apprécié d'un peu plus de 7%. D'accord. Là, on a mis, donc dans le cas, on avait raison. C'est-à-dire qu'on a joué la hausse sur le CAC 40. On a pris ici deux exemples de turbo call, d'accord, sur le même sous-jacent, donc sur le CAC 40. Dans le premier exemple, on avait un produit relativement agressif, d'accord? Et dans l'exemple suivant, on va avoir un produit plus agressif. Autrement dit, ici, on avait une barrière à 2005. Donc, vous voyez, cet exemple date d'un certain temps, puisque aujourd'hui, le CAC est très loin des cours, de ces cours-là aujourd'hui. Bon. Ici, on a une barrière à 2007.
comme on est sur un call, plus le niveau de la barrière va être haut, plus le risque va être élevé. Ici, on est à 380 points des cours du CAC, qui devait être autour donc, des 2880. Et ici, on est à 180 points des cours du CAC. La distance en pourcentage de la barrière est ici de 13%, ici d'un peu plus de 6%. Là, on avait pris des turbos classiques, donc avec une date de maturité. On avait la parité, qu'importe. Et là, on a le prix d'achat du produit et le prix de revente. Je vous rappelle, entre un achat à l'ouverture du 12 septembre et une revente à l'ouverture du 16 septembre, donc sur quasiment une semaine. Comme le CAC a pris 7%, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a acheté à 366, on a revendu à 5,75, donc on a gagné quasiment 57%, avec un effet de levier de 8. Donc, comme le CAC a pris 7%, 8 fois 7, ça fait bien 56, donc on a eu effectivement un levier de 8 qui nous a permis de décupler notre potentiel de gain. En revanche, si on avait été plus agressif, avec une barrière qui était cette fois à 6% des cours du CAC, on aurait eu un levier cette fois beaucoup plus important, de 17 et 17,5. Donc 17,5 fois 7, on arrive à peu près à 124% de gain. Donc on voit ici qu'en fonction de la stratégie agressive, un peu moins agressive, on voit le potentiel de gain qu'on avait sur 2 turbo calls, donc dans le bon directionnel. Maintenant, on va regarder en revanche si on s'était trompé, puisqu'il faut être honnête, et on va imaginer qu'on avait joué la baisse du CAC 40 alors que le CAC 40 a monté. De la même manière, ici, on a joué la baisse de façon agressive avec un turbo qui était à 270, donc à peu près à 9% des cours du CAC. Et ici, on a joué la baisse de façon un peu moins agressive avec cette fois un turbo qui était à 420 points, donc à peu près à 14,5% des cours du CAC. Je parle de la barrière, évidemment. Prix d'achat, prix de revente. Et là, on voit effectivement que sur le turbo agressif, on a perdu quasiment 70%, avec donc un effet de levier de quasiment 10, donc 10 fois 7, puisque le CAC a pris 7%, ça fait bien 70% de perte. Et là, on était sur un effet de levier de 6,5. On a donc perdu 46%. 6,5 fois 7, bon, ça fait à peu près 46%. D'accord? Donc là, c'est pour vous montrer comment, en fonction d'une même stratégie, en prenant deux produits différents, on peut avoir des risques de perte plus importants et des potentiels de gains plus importants. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a balayé l'ensemble de la théorie. Si vous aviez vraiment des questions pour le moment, je vous invite à les écrire dans le chat et je regarderai si, évidemment, je peux avoir le temps d'y répondre au fur et à mesure. Et on va quand même continuer la présentation, ce qui va, moi, me permettre de vous montrer maintenant des cas pratiques. Donc, on a pris une liste de sous-jacents sur lesquels on va voir des stratégies sur Turbo. Alors, j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris, dans un premier temps, des stratégies que j'avais mises en place au moment où j'avais créé cette présentation, enfin, au moment où j'avais remis à jour la présentation. Donc, on va dire que c'était des stratégies passées sur lesquelles on a vu le mouvement futur. Bon. Ensuite, j'ai pris des exemples des stratégies qu'on a mises en place dans notre service récemment. Et pour être tout à fait transparent, j'ai mis évidemment un certain nombre de stratégies gagnantes, peut-être une dizaine, mais j'ai également pris deux stratégies perdantes, puisque le but ici, c'est d'être didactique et pas de vendre forcément du rêve, pour voir effectivement que parfois également, on peut se tromper. Donc, dans un premier temps, ici, on a une stratégie qu'on avait mise en place sur le Dow Jones. Vous voyez, là, on était en octobre 2023, quasiment. Donc, ici, on doit être entre avril et juillet 2023. Et on va essayer de comprendre un petit peu la mise en place de cette stratégie. On décide de jouer la hausse du Dow Jones. Pour deux raisons. D'abord, on voit ici, vous voyez cette oblique-là, qui servait ici de résistance. Une fois qu'on l'a dépassé, on est venu ici s'appuyer dessus en support. C'est ce qu'on appelle, nous, un pullback. Donc, c'est déjà un premier point de solidité du marché qui nous intéresse. Deuxième élément, ici, on voit qu'on est en train de dessiner ce qu'on appelle, nous, une sorte de fanion. Donc, il y a une figure de continuation. Et on estime donc qu'on avait une hausse, une phase de consolidation, et puis qu'on attendra une hausse par la suite. On a choisi un turbo avec une barrière à 35 600 quasiment, que vous avez dessiné ici en noir. Donc, notre distance entre les cours de Dow Jones et la barrière était de 7,6%, avec un levier de 13. Évidemment, pour respecter notre stratégie, on a mis un niveau de stop qui allait être entre les cours entre la barrière et les cours du Dow Jones. Bon.
Si vous voulez, ce qu'on va faire, on va regarder, puisque ça, c'était une stratégie réelle qu'on avait mise en temps réel, hein, vous voyez, puisque les cours du Dow Jones étaient là. On va regarder ce qu'a fait le Dow Jones par la suite. Et je vous assure que là, aujourd'hui, j'en sais rien. Peut-être que la stratégie était bonne, peut-être pas, mais on va quand même regarder ça ensemble pour avoir un exemple plus concret. Donc, je vais prendre le Dow Jones ici. On va regarder autour d'avril 2023 où est-ce qu'on était. Voilà, vous voyez, on était ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a bénéficié au débarrage d'une hausse. Hein, vous voyez, notre stop n'a pas été atteint. Pour autant, notre hausse n'est pas allée atteindre notre objectif théorique. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ce qui se passe, c'est qu'on va gérer comme si on tenait la barre d'un navire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre là et là, notre turbo a dû prendre quand même peut-être 50%. À partir du moment où on voit qu'on commence à perdre, on va mettre ce qu'on appelle un stop de protection en disant, bon voilà, j'ai atteint 50%, j'ai pas envie de sortir en négatif, donc je vais mettre un niveau de stop à peu près à 30% pour assurer mes gains sur cette stratégie. Idéalement, il aurait fallu qu'on atteigne le premier objectif, on aurait pu sortir à 70%. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Pour autant, le démarrage du mouvement était bon. Par la suite, on a une correction plus importante. Voilà. Donc là, on a un premier exemple sur le Dow Jones. Ensuite, on a un exemple ici sur le Nikkei. Pareil, on va regarder ce qu'il en était. Bon, le Nikkei, on est rentré dessus aujourd'hui, hein, pour ceux qui me suivent. Enfin, aujourd'hui, récemment. Maintenant, ici, donc le Nikkei, c'est l'équivalent du CAC 40 au Japon, qui lui regroupe 225 des plus grosses sociétés japonaises. Et on était ici entre avril et juillet 2023 encore. On va aller voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui nous a donné envie, de nous, de jouer ce call-là? Donc, on a pris un call avec une barrière ici, à l'intérieur de la boîte. Pourquoi? Parce que c'est la sortie de cette boîte-là qu'on voit latérale qui nous a, nous, donné envie d'intervenir sur ce sous-jacent. Parce qu'en général, les sorties de boîte comme ça, de zones de congestion qui ont duré un petit peu dans le temps, offrent un potentiel de hausse assez intéressant. D'accord? On va regarder tout de suite ce qu'a donné l'évolution du Nikkei après la mise en place de notre stratégie. Donc le Nikkei, lui, il se trouve ici. Voilà. On va regarder par rapport à la zone de congestion, on était voilà, on était entre ici, autour de juillet, entre avril et juillet. Voilà. Donc entre avril et juillet. Tac. Donc on avait, attendez que je vérifie quand même, parce que là j'ai un doute sur le graphique. Février 2021, ici, et ok, donc ça démarre en février 2021, donc c'était quand même assez important. Donc février 2021, on est là. Donc on avait ici notre zone de congestion, vous voyez, et nous, au moment où on est sorti, on a décidé d'intervenir sur la hausse. Alors là, il y a deux choses. Hein. On voit qu'on avait mis notre stop à peu près ici. On voit ici que, exactement comme sur le Dow Jones, on a eu un premier mouvement qui était quand même relativement, enfin important, suffisant pour nous permettre de gagner un petit peu. Et puis par la suite, on voit qu'on a une correction. Pour être très franc avec vous, sur ce type de correction, on sort. D'accord? Et on prend un petit gain de peut-être 10-15%. En revanche, si on avait de quoi tenir plus longtemps, ici, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant, ce qu'on appelle les overlaps. Ceux qui connaissent mes stratégies, c'est des niveaux qui sont parmi les niveaux les plus forts. Donc, on va le mettre ici en rouge. Donc, c'est quoi l'overlap? L'overlap, c'est, vous voyez ici, un niveau de résistance donc, qui arrête l'évolution du marché. D'accord? Et une fois qu'on a réussi à dépasser ce niveau, donc ici, ce niveau qui est un niveau de résistance, ici, va devenir ici un niveau de support. Ça, ce sont des points très forts qui nous permettent, nous, de garder un directionnel, une conviction dans le directionnel, tant que ce niveau n'est pas enfoncé. D'accord? Donc là, sur le Nikkei, on avait une stratégie qui était relativement correcte. On n'a pas eu le potentiel de gain escompté à court terme, même si on l'a eu par la suite, vous le voyez ici, sur le plus long terme. D'accord? Je vous montre rapidement, c'est intéressant, ce qui nous a, nous, motivés ici pour rentrer en position sur le Nikkei, c'est un peu la sortie ici de ce qu'on appelle un triangle de continuation, vous voyez. Donc, on a ici une sortie assez vive, ce qui nous offre un potentiel de gain important. Et comme on l'a pris il y a 2 jours, on est déjà quasiment à 40% sur le turbo, puisque le Nikkei n'a fait que monter depuis qu'on a pris la position. Ensuite, on a ici un exemple sur le Brent. Donc, le Brent, c'est le pétrole. Pareil, on va regarder ce qui s'est passé. Là, on a plutôt décidé de jouer le pétrole à la baisse. D'accord? Donc, on a un niveau de KO qui était autour de 79. On était à 10% entre la différence entre les cours du pétrole et la distance. Et on avait un levier de 10. Donc là, on était dans un canal, sans doute un canal un peu baissier, ce qui nous a fait, nous, jouer la baisse. Donc, on était à peu près ici en juillet, allez, on va dire entre juin et juillet 2023. On va regarder ensemble ce qui s'est passé. Je n'en sais rien très sincèrement, mais on va regarder. Donc,
on était ici. Voilà, on était autour de... on était dans ce canal-là. Donc, juin, juillet. Attendez que je vérifie juste la théorie. Parce que là, ça me semble un peu étrange. On était ici, autour de... Oui, effectivement. Juin, juillet 2023. Mais j'arrive pas à voir. Et on était sur des cours de 73 environ. Alors, OK. Donc, juin, juillet, on était sur des cours d'environ 73. OK. Donc là, on devait être à peu près par là. Bon, bah là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on avait joué ici la baisse du pétrole, baisse qui n'a pas eu lieu, hein, soyons très francs. Et donc, nous, notre niveau de stop qu'on avait indiqué, il était ici sur les 76,40. Ça veut dire que bah là, on s'est fait avoir, hein, soyons très francs. Les cours du pétrole ont remonté, pardon, ici, d'accord? Et en fait, on avait un niveau de stop autour des 76,40, donc c'est-à-dire à peu près ici. Voilà. Donc, bah, en fait, on a pris une perte de là à là, donc on a dû perdre une vingtaine, une trentaine de pourcents sur cette stratégie. Ensuite, ici, on avait l'or. Okay, on a mis en place une stratégie sur l'or. L'or, qu'est-ce qu'on s'était dit? Vous vous souvenez, j'en ai parlé très souvent, on avait une zone de résistance extrêmement forte sur l'or qui était autour des 2070, 2075 dollars l'once. D'accord? Le fait qu'on ait à nouveau buté ici une troisième fois sur ce même niveau, nous, analystes techniques, on se dit, ah, ça, c'est un signal assez de faiblesse duquel on voudrait profiter. Du coup, on s'est dit, on va jouer la baisse, on va prendre une barrière qui est au-dessus, évidemment, de cette zone-là, puisque c'est la zone clé pour nous qui va indiquer un reversement de tendance potentiel. Et on a mis un stop un peu plus serré. Bon. On était ici, pareil, allez, on va dire quasiment juillet 2023. On va regarder ce qui s'est passé sur l'or à ce moment-là. Voilà, on est sur l'or ici. Tac. Et on était en juillet 2023. Donc, on était à peu près ici. Donc là, pour le coup, on devait être à peu près ici. Donc, je vous montre juillet 2023, juin, voilà. On devait être à peu près ici. D'accord? Finalement, bah, cette stratégie a fonctionné, puisqu'on voit bien que l'or, malgré un petit rebond au départ, a bien fini par marquer une vague de baisse pour arriver jusqu'ici. D'accord? Donc là, pour le coup, et on voit autre chose, hein, je vous montre bien, vous voyez quand même que cette zone de résistance très forte, qui avait arrêté le marché 3 fois, donc c'est parce qu'elle l'avait arrêté ici, vous voyez, qu'on avait décidé de jouer la baisse. D'ailleurs, notre baisse, on avait commencé ici, donc on était effectivement bon sur le directionnel. Et, euh, et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir, vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, une quatrième fois ici, l'or a eu du mal à dépasser. En revanche, lorsqu'on a dépassé cette zone clé, ce que j'enseigne très très souvent dans mes formations, c'est que lorsque vous identifiez un niveau comme ça très fort, qu'est-ce que vous faites? Alors, dans un premier temps, à chaque fois que vous allez buter sur ce niveau, comme on l'a fait ici, vous allez rester prudent et vous pouvez éventuellement envisager de vous mettre sur une position baissière. D'accord? En revanche, le jour où, comme ici, vous ne butez pas, mais vous dépassez ce niveau, alors dépasser, attention, là, il y a eu ce qu'on appelle un spike, c'est-à-dire à l'intérieur même journée, une variation très forte des cours du sous-jacent. En revanche, lorsque vous sortez ici, le deuxième jour, bah là, vous avez un signal d'achat très important parce qu'on sait, nous, analystes techniques, que lorsqu'on casse un niveau fort comme ça, on s'offre un potentiel de hausse derrière très important. D'ailleurs, important au point où nous, on estime que l'or est loin d'avoir terminé sa phase haussière sur le long terme aujourd'hui. Voilà. Ensuite, on a un dernier exemple sur le gaz naturel avant de rentrer dans des exemples plus concrets qu'on a mis en place, nous, actuellement. Donc là, le gaz naturel, d'abord, je me souviens très bien qu'on avait joué ce qu'on appelle ici cette espèce de rounding top qui ressemblait plutôt à un diamant, finalement, qui est une figure de retournement assez forte. Hein. Et je me souviens très bien qu'on avait joué cette figure de retournement pour deux raisons à l'époque. Maintenant, on n'en est pas là, on en est ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le gaz naturel qui a marqué une première vague de baisse très forte, qui a corrigé un petit peu au sein d'un triangle. Et pour nous, le triangle étant une figure de continuation, on s'attendait à ce que le gaz naturel continue sa chute. Très sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va regarder ensemble, euh, puisqu'on était pareil, toujours à la même période, allez, un petit peu avant juillet 2023. Qu'est-ce qui s'est passé sur le gaz naturel? Suspense. Donc, on était là, on était à peu près ici, tac, 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 mai, juin, juillet. Voilà, on était à peu près ici. Donc, vous voyez là, pour le coup, que notre stratégie sur le gaz naturel n'a pas fonctionné, puisque on est reparti à la hausse directement et que, vraisemblablement, on a dû être stoppé autour des 2,42.
Donc, on a dû encaisser une perte avec un effet de levier de 5, encore une fois, d'une trentaine de pourcents sur cette stratégie. Vous voyez, c'est quand même intéressant de voir de façon totalement didactique comment on peut envisager de jouer des stratégies via des niveaux techniques. Là, en revanche, la sortie du diamant, que vous voyez ici en vert, figure de retournement classique, a offert un potentiel de baisse très important que nous avons joué, sur lequel, là, on avait gagné effectivement énormément sur le turbo qu'on avait joué à cette période. Maintenant, on va regarder des stratégies qu'on a mises en place, nous, chez DT Experts, DT Turbo, récemment. D'accord. Alors, et on va essayer de s'intéresser au pourquoi du comment, évidemment. Ceux qui font partie du service parmi vous ont déjà reçu ces recommandations et ont eu les explications techniques. D'accord. Maintenant, on va regarder ensemble les stratégies mises en place et la façon dont on les a mises en place et pourquoi. Donc, ici, on est sur Air France. Sur Air France, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. On avait décidé de rentrer en position à peu près ici. Et puis d'ailleurs, on va le voir plutôt de façon dynamique, ça sera plus intéressant que de façon figée. Voilà. Donc ici, on a notre stratégie sur un franc qu'on avait donc mise en place à peu près ici, donc c'est-à-dire autour du 17 juin. D'accord. Si vous voulez même de façon plus cohérente, je peux carrément vous montrer, il me semble, hein, la stratégie elle-même. J'espère que je vais la voir. Donc ici, euh, voilà. Donc, achat, ici, il me semble, du Turbo Put Air France. Donc, on va regarder ensemble, c'est plus pratique. Voilà. Ici, donc, c'est ce que vous recevez quand vous faites partie de notre service. Alors, attention, je sais que certains d'entre vous, enfin, la plupart d'entre vous, reçoivent également des alertes sans être abonnés. Ce sont des alertes que vous recevez à titre gracieux pour nous permettre de vous montrer comment on travaille. Mais évidemment, lorsque vous abonnez, vous recevez l'intégralité des alertes, à la fois des achats, les reventes, les suivis, etc. Là, ici, donc, on avait pris un turbo sur Air France. Ici, on a expliqué notre stratégie. D'accord. De façon empirique, le titre Air France KLM est techniquement très fragile. On voit que les cours d'Air France, ce pas des cours qui ressemblent à LVMH, Amazon, etc., puisque c'est des cours qui sont très fragiles, qui sont inscrits dans une tendance baissière malgré tout. D'accord. Les tentatives de rebond sont avortées les unes après les autres. On voit que malgré des tentatives de reprise régulières, les cours finissent par rechuter à chaque fois. Et donc, nous, on a joué exactement cette idée-là. C'est-à-dire qu'on a une tentative de rebond ici, qu'on a enfoncé certains niveaux de support et on estimait qu'on allait attendre une nouvelle vague de baisse sur le sous-jacent. D'accord. Donc, on a mis en place notre stratégie, on a mis notre point pivot, etc. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On voit bien qu'à partir du moment où on avait notre point d'entrée ici, là, pour le coup, on a été quasiment parfait parce que Air France n'a fait que chuter. Et même ici, on a ouvert en gap et donc on a largement enfoncé jusqu'à notre deuxième objectif. Hein. Parfois, on s'arrête sur notre premier. Là, pour le coup, jusqu'à notre deuxième objectif, je vais en profiter pour supprimer cette R. Donc, ici, on a la revente du turbo. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un cas concret. Donc, on avait acheté le 28, le 14 juin, on avait acheté un 22. On a revendu le 28 au marché, donc au cours du turbo, au moment d'envoyer l'alerte, et on a quand même gagné quasiment 120% sur cette stratégie. D'accord. Bon, attention, hein, ce n'est pas ce qui arrive tout le temps, mais on avait un levier, je vous rappelle, de 8. D'accord. Et on voit quand même que les cours d'Air France se sont effondrés, ce qui fait qu'on a pu permettre, pardon, ça nous a permis d'avoir un gain très conséquent sur ce titre-là. Ensuite, on a eu Alphabet. Alphabet, la maison mère de Google, comme vous le savez maintenant. De la même manière, on va regarder ce qu'on avait lu sur Alphabet, etc. Et hop, alors ici, Alphabet, hop. Voilà, donc ça, c'est la stratégie qu'on avait mise en place. Je vais essayer de vous la retrouver, encore une fois, dans nos alertes pour que vous voyez comment ça fonctionne exactement et que vous vous rendiez bien compte qu'on n'est pas en train de bluffer. Alors, revente TurboCall. Voilà, achat TurboCall Alphabet ici. Ah, donc, on a acheté le 7 mai, on a décidé d'acheter un call, donc on a joué la hausse sur Alphabet. Ici, on expliquait, pareil, le pourquoi du comment. D'abord, on explique effectivement que Google, Alphabet, est ce qu'on appelle un membre des 7 fantastiques, donc des plus grosses boîtes du secteur technologique américain. Donc déjà, ça nous permet de savoir que c'est une valeur solide. Ensuite, on voit que Alphabet était ici inscrit au sein d'un canal ascendant, hein, vous voyez ici avec les deux barres bleues, et que la sortie ici de ce canal a pour nous offert un nouveau potentiel de hausse, d'autant plus qu'on a dépassé les précédents plus hauts. D'accord. Donc on avait plusieurs indications
qui favorisait un scénario haussier. On voit par la suite que, là encore, de façon très propre, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de véritable hésitation, que les cours sont venus atteindre notre premier objectif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, de temps en temps, en arrivant sur le premier objectif, on décide quand même de sortir, ce qui s'est passé ici. On voit qu'on est sorti avec un gain beaucoup moins important que celui sur Air France, mais forcément, on avait une accélération qui était moins vive que sur Air France. On a quand même gagné 55% sur ce produit. Ensuite, on avait joué sur Arkema, on avait joué la baisse. Okay, là encore, on a une très bonne stratégie, comme on le voit. On va regarder d'abord comment on l'avait mise en place ici, et ensuite, on va regarder comment ça s'est passé sur le turbo et pourquoi on avait pris ce turbo. Donc, je vais aller chercher l'alerte. Voilà. Donc, on a joué la baisse. Hein. Donc, on achète un turbo put sur Arkema. On était le 4 juin. Et là, on expliquait. Après une phase de baisse conséquente entre janvier et septembre 2022, qu'on voit ici, le titre Arkema a tenté de se reprendre. Eh bien, tenté, ici, c'est-à-dire qu'il a entamé une reprise assez poussive. Hein. On voit bien que ce n'est pas en ligne droite, on a des phases de correction qui sont assez importantes. À plus court terme, la cassure d'une oblique de support ascendante, avec un RSI qui a franchi sa zone de neutralité à la baisse, nous donnait ici un potentiel de baisse intéressant. Dernière chose, on le voit ici sur ce trait-là, entre janvier et mai 2024, les cours sont venus buter à 4 reprises sur le même niveau. Tous ces éléments-là nous ont indiqué un potentiel de baisse important, et on le voit effectivement qu'à partir de là, la cassure de cette oblique-là, plus la butée ici, donc sortie d'un wedge ici, nous a effectivement permis d'avoir une accélération à la baisse qui, je ne sais plus combien on a gagné dessus, mais on va regarder ensemble. Voilà. Donc le 14 juin, on a décidé de revendre, au marché, et ça nous a valu un gain de environ 52% sur ce produit. Donc on a dû revendre le 14 juin, j'ai cru voir, donc le 14 juin, on était à peu près ici. Voilà. Donc on n'a pas attendu ce qui arrivait par la suite de toucher notre deuxième objectif. On s'est dit, on est à 53%, on va quand même prendre nos gains. On ne sait jamais ce qui peut passer par la suite. Pourtant, si on avait gardé et qu'on a attendu jusqu'ici, les 50%, ce serait certainement transformé en 100%, comme on l'a vu tout à l'heure sur Air France. Ensuite, on avait joué également la baisse sur Biomérieux. On va regarder Biomérieux, on va regarder les stratégies qu'on avait mises en place. Voilà, donc là, on est sur Biomérieux, ici. Voilà. Je vais retrouver l'alerte. Ici. Donc, Biomérieux, c'est une valeur de la biotech sur le second marché. Voilà, achat du turbo boot. Donc, le 28 mai, on décide de rentrer à la baisse sur Biomérieux. Malgré de nombreuses tentatives de reprise, ici, on voit que les velléités haussières n'arrivent pas à reprendre le dessus. D'accord ? Ici, on a eu une nouvelle vague de hausse importante, mais on voit que la baisse violente derrière est venue mettre un terme à la hausse qu'on pensait pouvoir être démarrée, sinon ici, au moins ici. Ensuite, on voit que le RSI était mal orienté, pas encore sur sa zone de survente, et on s'est dit, pour nous, on a un risque de baisse beaucoup plus important qu'un potentiel de reprise, puisqu'on a enfoncé des supports techniques importants. On a mis en place notre stratégie baissière ici, et donc on avait acheté ici le 28 mai, et on a fait la revente ici, revente qui a eu lieu le 24 juin. Donc là, vous voyez, on est quasiment resté un mois en position sur ce titre-là, et on a revendu avec un gain de 61%, qui correspond à peu près à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le potentiel et sur le mouvement qu'on a eu de là à là. Vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au tout départ de notre stratégie, on n'est pas allé dans le bon sens. On a eu un petit, ce qu'on appelle nous un drawdown, donc un petit rebond, mais notre stop n'a pas été touché, on a respecté notre plan de trading, et finalement, on a eu raison au final. Après Biomérieux, on a joué la baisse sur Carrefour également. Carrefour, d'ailleurs, on avait regretté d'être sorti un peu tôt avec ce qui s'est passé par la suite, mais il ne faut jamais regretter d'être sorti trop tôt. C'est Rothschild qui avait dit « J'ai fait ma fortune en vendant toujours trop tôt ». C'est facile de regretter après coup, de dire « Ah, là, j'aurais dû ». Mais quand on est dans la réalité du marché, on ne sait jamais. On aurait dû, mais peut-être que finalement, on n'aurait pas dû parce que le marché aurait pu repartir dans l'autre sens. Donc Carrefour, on l'avait donc, comme vous voyez ici, on avait joué le scénario baissé. Je vais essayer de vous retrouver les alertes. Voilà.
Tac, tac, tac. Achat du turbo foot Carrefour, ici. Voilà. Donc, achat du turbo foot Carrefour le 29 mai. On a ici expliqué de la même façon pourquoi on pensait pouvoir jouer la baisse sur ce produit. D'accord. Encore une fois, une configuration technique fragile, toujours très fragile sur ce titre-là. D'accord. Un RSI qui venait d'enfoncer sa zone de neutralité après avoir buté sur sa zone de surachat, etc. Bon, de nombreux indicateurs techniques qui nous donnaient envie de jouer la baisse. Baisse qui a eu lieu, hein, comme on l'a vu ici, malgré un petit rebond au démarrage. Et donc, on a fini par sortir ici de notre put Carrefour. Donc, le 17 juin, donc allez, 2-3 semaines après l'entrée en position, avec un gain de 53%. Gain qui, lui aussi, se serait transformé quasiment en 100% si on avait attendu un peu plus pour jouer sur la baisse de ce sous-jacent. Dassault Systèmes également, jouer la baisse sur Dassault. Alors, on va regarder Dassault ici et on va regarder nos alertes par la suite. Voilà. Donc, ici, on est sur Dassault. Vous voyez, en temps réel, hein, on avait pris notre turbo put ici. On a atteint nos deux objectifs. Je ne suis pas sûr qu'on ait attendu, qu'on ait eu la patience d'attendre le deuxième objectif pour revendre, mais on va voir ça tout de suite. Donc, on va voir évidemment l'alerte d'achat, puis l'alerte de revente, comme on l'a fait jusqu'ici. Alors, achat du turbo put Dassault Systèmes. Donc, ici, comme on le voit, attendez, je vérifie juste que c'était bien le dernier exemple. Ici, voilà. Donc, on met en place une stratégie sur Dassault de la même manière. Qu'est-ce qu'on dit? Bah, on dit surtout que depuis janvier 2024, donc depuis le début de cette année, le titre est quand même rentré dans une forte tendance baissière, comme on le voit. Voilà, le titre n'a cessé quasiment de chuter jusqu'ici. Après, il y a une tentative de rebond en 3 temps, assez classique pour nous. Et puis, cette tentative de rebond semble être avortée. Ici, vous voyez qu'on est descendu quand même très bas. Donc, on s'est dit, il y a de fortes chances, ou en tout cas des risques, ça dépend comment vous le prenez, que Dassault marque une nouvelle accélération baissière. On est donc sorti de cette ligne à cette date-là. Voilà, on avait acheté donc le 30 mai, on en est sorti le 19 juin, donc encore une fois 3 semaines après, avec un gain de 52% sur le turbo ici. Donc, on voit que on a dû. Alors, attendez, j'ai dit le 19 juin, donc pour être très franc, voilà, on est sorti à peu près ici. Donc, on est quand même arrivé sur notre deuxième objectif au moment où on est sorti. On continue. Ici, on est sur STM. Donc, STM, c'est très intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que là, pour le coup, on a assuré. Hein, ceux qui nous suivent le savent. Donc, STM, on avait joué la hausse d'STM, d'accord? Et on avait joué la hausse notamment parce qu'on était à l'intérieur ici d'un canal qui nous semblait intéressant et on avait rebondi sur le bas du canal ici. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été intéressantes sur cette stratégie. La première, c'est que quand on est rentré, pour être très franc avec vous, on a quand même eu ce qu'on appelle un drawdown, c'est-à-dire un mouvement dans la contre-tendance un peu dérangeant. Parce qu'on est rentré là, puis on a eu une baisse derrière en ligne droite. Pourtant, et vous le savez, on a quand même décidé, malgré l'enfoncement du stop, qu'on donne à titre indicatif, de rester en position parce qu'on s'est dit, tant qu'on ne sort pas du canal, on va quand même se donner une chance. Et vous voyez quand même comment l'analyse technique, ça marche bien, puisque malgré la baisse qu'on a eue ici, par la suite, on a à nouveau rebondi sur la bande inférieure du canal. Et là, on a été bien inspiré, c'est que malgré l'objectif qu'on s'était peut-être donné à peu près autour d'ici, qui correspondait à la borne supérieure du canal si on était allé tout droit, lorsqu'on s'est approché de la borne supérieure du canal, on a décidé de revendre notre turbo plutôt que de risquer de toper sur le haut du canal. Et on a eu très bien fait, puisqu'on est quasiment sorti au plus haut, comme vous allez le voir maintenant. Alors, STM, ici. Donc, attendez, je vérifie bien que j'ai bien la bonne alerte d'achat. Il me semble que c'est celle-là. Voilà. Donc, achat du turbo call STM. Voilà, ici, exactement. Donc, on a expliqué pour ce qui a motivé notre achat avec tout ce qu'on vous a dit, la butée sur le bas du canal, etc., le RSI qui s'était plutôt bien orienté. Bon. Ensuite, on a revendu. On a revendu le 12 juin exactement, après être rentré le 29 avril quand même. Donc, c'est une position qu'on a tenue longtemps, parce qu'on croyait au canal. On a quand même revendu à quasiment 55%.
Et on a revendu le 12 juin, hein, c'est marqué ici. Donc, on va regarder ensemble où est-ce qu'on était le 12 juin. Le 12 juin, on était à peu près ici. Voilà, vous voyez, on a revendu ici, vraiment au plus haut, là, à l'approche de la borne supérieure. Je m'en souviens très bien. J'avais mon analyste qui me dit, bon, STM, on est bien, on joue la sortie du canal. Et je lui dis, écoute, on arrive sur le haut du canal, on va être prudent, on est à 55%, on sort. Là, on a été bien inspiré. Alors que dans d'autres stratégies, on aurait peut-être été moins bien inspiré, puisque les cours auraient peut-être continué à aller dans le bon sens. Encore une fois, ne jamais regretter l'après. Maintenant, on va regarder Valeo. Donc, Valeo de la même façon. Ici, on avait décidé de jouer Valeo à la baisse. Donc, on va prendre Valeo. Donc, Valeo, c'est un équipementier automobile hein, qui est sur le second marché lui aussi. Donc, voilà. Ici, on a notre stratégie sur Valeo. On va regarder nos alertes pour comprendre ce qui avait motivé, même si là, je le vois tout de suite. Voilà. Donc, ici, on a acheté un turbo coup de Valeo le 5 juin. D'accord? De la même manière, on explique hein, techniquement ce qui nous intéresse. Alors, il y avait quoi? Il y avait évidemment la cassure de cette droite-là. Il y avait aussi le fait que sur Valeo encore, on est quand même sur une configuration technique très fragile. On voit ici qu'on a buté à 4 reprises entre juin pendant un an, quasiment d'un an, sur un même niveau, qu'on s'est retourné à la baisse après et qu'on a eu de ce fait un potentiel de baisse important. Tentative de rebond avortée. Ici, nouvelle tentative de rebond, passage sous la droite. Pour nous, cette nouvelle tentative de rebond était également avortée. Donc, on attendait effectivement que les cours baissent, comme on l'a vu ici. Voilà. Et ce qui a été quand même très intéressant et puis pertinent de notre part, c'est qu'on avait un premier objectif en pointillé ici, mais notre objectif majeur, pardon, on l'avait mis ici, en se disant on ne sait jamais, on va revenir sur le point bas là. Effectivement, les cours se sont un peu arrêtés ici. On va regarder la revente, on voit également à quelle date on l'a revendu. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait revendu pile sur le deuxième objectif. On va voir. Donc, on l'a revendu le 14 juin, avec un gain cette fois de quasiment 67%. Donc, le 14 juin, on était où? Le 14 juin, on était ici. Voilà. Donc, on l'a revendu quand même quasiment au plus bas. Encore une fois, là, on peut quand même se féliciter d'avoir mis des stratégies en place qui sont quand même très pertinentes. On va regarder un dernier exemple positif et après, on va regarder deux contre-exemples parce que ça nous arrive également de nous tromper, même si ça nous arrive moins souvent, ça nous arrive. Hein. Il ne faut pas se mentir. Puis là, dans les marchés plus troubles, voilà, après un début d'année quand même très intéressant, là, on a un peu repris la main, mais on a eu quand même des moments où c'était un peu plus difficile. Donc, et je vous remercie hein, de nous conserver votre confiance dans les moments où on est peut-être plus dans les tempêtes. Ici, on avait pris un turbo de façon originale, parce qu'un émetteur nous a permis de faire ça, sur un ETF. Voilà, pas sur une action elle-même, mais sur un ETF, ici, voilà, qui était là. Alors, on va regarder de la même façon ce qui nous avait motivé dans l'achat de ce turbo. Alors, achat. Alors, voilà, ici. Donc, on était le 27 mai, de la même façon, et on décide de rentrer à la hausse sur cet ETF. Bon. Alors, évidemment, qu'est-ce qui nous avait motivé? Essentiellement, on le voit sur le graphique, on a dépassé un nouveau plus haut historique. Du coup, on s'offre déjà un potentiel de hausse qui peut être intéressant, puisque lorsqu'on est dans ces configurations-là, le marché a ses confiances et le titre risque de monter encore. On a par la suite ce qu'on appelle, nous, en Elliott, une alternance de vagues, donc des vagues de hausse avec des phases de correction, ici en drapeau, qui sont pardon, des figures de continuation. Et on remarque que Elliott nous dit qu'il manquerait au moins une vague de hausse dans le décompte initié ici. On a revendu le produit. Alors attendez que je regarde. Achat, revente du turbo call. Voilà, ici ETF Vanguard. Donc voilà, on a revendu le produit le 13 juin. Donc pour le coup, c'était un peu plus de 2 semaines après, avec un gain de quasiment 42%. Comme on peut le voir ici sur le graphique, voilà, on a dû le revendre. Donc à peu près juste avant qu'on soit arrivé sur le premier objectif. Voilà, ça c'était pour les exemples qui se sont bien passés. Maintenant, on va regarder deux exemples qui se sont mal passés pour le coup. On avait tenté de jouer la baisse sur Sanofi. On va quand même regarder de façon didactique les raisons qui nous avaient poussé à jouer la baisse du sous-jacent et voilà comment on a joué notre stratégie et comment finalement on a fini par perdre sur cette stratégie-là. Alors, ce qui nous avait motivé d'acheter le turbo put. Bon. Qu'est-ce qui nous avait motivé ici? Déjà, on voit qu'on a buté à 2 reprises sur un niveau de résistance clé
autour des 93, qui correspondait en plus à l'ouverture du gap ici, du gros trou de cotation. Donc ça, pour nous, c'était déjà un premier signal. On voit par la suite que on est ici dans une phase corrective très poussive. On voit que depuis là, Sanofi, contrairement à ici, n'a pas marqué une véritable accélération haussière. Voilà, donc on s'est dit qu'on avait plusieurs éléments ici, avec un RSI mal orienté, qui nous permettaient de jouer la baisse. Bon, manque de bol, pas manque de bol, en tout cas, ça arrive. Bah non, en fait, Sanofi n'est pas reparti à la baisse. Okay. Au contraire, il a même marqué une accélération à la hausse. On n'a pas eu le cran, l'avenir nous dira si on a raison ou pas, de continuer de jouer ce niveau-là. En se disant, bah, nous, tant que ce niveau n'est pas dépassé, peut-être qu'on a toujours un risque de baisse à venir. Bon. On a préféré être prudent parce qu'on avait dépassé notre niveau de stop et du coup, voilà, on a revendu le produit avec une perte de 40%, qui est quand même une perte significative, mais au regard de l'ensemble de notre stratégie en risk-reward, on n'était pas non plus dans des zones aberrantes. Voilà. Donc là, on s'est trompé dans le directionnel et en tout cas dans le timing. Dernier exemple de notre présentation, et je suis très content parce que finalement, on aura mis même pas un peu plus d'une heure. Voilà. Et donc là, on est sur Vivendi. Donc Vivendi, on avait décidé de jouer la hausse ici. On va regarder pourquoi on avait décidé de jouer la hausse. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est trompé? Non, on ne sait pas ce qui a fait qu'on s'est trompé, mais on va regarder comment la stratégie a été invalidée. Alors, Vivendi, d'abord l'alerte d'achat et les motivations, évidemment, on motive toujours nos décisions. Voilà, ici, donc le 8 mai, pour le coup, c'était plus vieux, on avait décidé de rentrer à la hausse sur Vivendi. Bon, l'élément principal, c'était la sortie du drapeau pour nous, mais c'est vrai qu'on était un peu limite. On était en train de sortir un petit peu à peine, donc de mordre. Pour autant, on s'est dit deux choses. On s'est dit, on sort d'un drapeau de continuation et on est ici au sein d'un large canal ascendant. Donc, on a la possibilité que la sortie du drapeau nous permette d'aller sur le haut du canal en question. Voilà, avec un RSI qui, lui, refranchissait sa zone de neutralité et restait orienté à la hausse. Bon, un manque de bol. Effectivement, on a une première accélération ici. Mais manque de bol, on a eu après une correction quand même assez importante qui nous a appelé à la prudence. Attention, rien ne dit que Vivendi ne va pas repartir vers le haut de son canal, même peut-être à partir de demain. On n'en sait rien. Nous, on a préféré être prudent au regard de la correction qu'on a eue ici, même si on était encore loin de la barrière. Et donc, on a revendu le call Vivendi ici. Donc, le 8 mai, pardon, on l'a acheté le 8 mai, on l'a revendu le 10 juin, quand même quasiment un mois après, avec une perte de 32% sur le turbo. Voilà. Donc, je pense que la présentation est terminée, il me semble bien. Voilà. Alors, d'abord, je vais vous remercier d'avoir participé à cette formation. Je vais vous dire plusieurs choses avant éventuellement de vous laisser la parole pour ceux qui auraient des questions à me poser. Ceux d'entre vous qui sont inscrits chez nous ou qui se sont déjà inscrits, bah, déjà, je vous remercie d'être chez nous et de nous faire confiance parce que je sais que les périodes ne sont pas toujours roses, même si globalement, depuis l'existence du service, on a toujours été positif sur nos performances. Sinon, nous ne serions plus là. Ensuite, ceux qui ne seraient pas abonnés, qui ne se sont pas abonnés, peuvent bénéficier d'une remise entre 20 et 30% si vous souhaitiez tenter l'aventure avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'issue de la formation lorsque vous recevrez le mail dans lequel nous allons vous fournir le PDF et le lien sur le replay, en nous posant éventuellement des questions, évidemment. Enfin, dernière chose avant de laisser la parole, ce genre de formation va être mis en place chez nous assez régulièrement. Alors, il y en a qui vont être faites comme ça, on va dire des formations d'appel pour vous intéresser évidemment à nos produits. Et de temps en temps, on fera des formations peut-être un peu plus poussées, sur une durée peut-être un peu plus longue, qui, elles, seront des formations payantes. Et plus on aura des inscrits, plus on vous fera un prix dégressif, évidemment, sur la formation en question. Voilà. Déjà, je vous remercie. Je vais arrêter et l'enregistrement et le partage. Et si vous avez des questions, je vais évidemment y répondre. Alors,